Salut les terriennes! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Daphné Burki. Daphné Burki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de Le Tube, l'émission consacrée aux médias que vous animerez sur Canal+, Oui. à partir du 14 septembre prochain. Exactement, faut prendre rendez-vous. L'avantage, quand on présente une émission sur l'actualité de la télé, c'est qu'on sait quand on va être viré. Oui, c'est ça. Je devrais le savoir en avance, normalement. Voilà. Patrick Balkany. Patrick Balkany, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour rassurer tous vos fans qui ne voyaient plus depuis quelques mois. Non, vous n'êtes pas mort. Non, Très vous n'êtes vivant. pas en prison. Jamais. D'ailleurs, on serait tenté de dire comment ça se fait. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Non, je ne suis pas le fils de Claude Lelouch ». Exactement. Et arrêtez de me faire chier avec un homme et une femme. C'est bouleversant. On en parlera tout à l'heure. Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que la France entière se pose. Vous êtes avec qui en ce moment? Je suis avec toi. Vous nous parlerez du magazine Elle, où vous écrivez désormais, de On n'est pas couché, où vous chroniquerez parfois, et de Amour et Turbulence, qui sort en DVD, et de votre prochain livre, La tête ailleurs. Bref. Ouais. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Malika Benhamar, dont le fils est mort d'une dizaine de coups de couteau et qui brise l'omerta des cités marseillaises. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Alors Daphné Burki, rebonsoir. Oui, bonsoir. Alors je voudrais d'abord préciser que votre vrai nom est Daphné Burka, mais qu'en ce moment ça passe Mais mal. non, pas encore. Les vintage, celle-là. Alors Daphné, il y a un an, au moment où vous commenciez le Grand Journal avec Michel Denisot, Ouais. vous déclariez au magazine Les Inrecuptibles « Je ne me sens pas du tout potiche. Non. Le jour où ça arrivera, je me casserai très vite. Oui. Ce que j'aime à la télé, c'est que si tu ne fais pas l'affaire, les téléspectateurs n'ont plus envie de te voir, on te dégage. » Exactement. Voilà. J'aime bien l'honnêteté de ce métier. Et quelques mois plus tard, ces images qui ont ému la France. Oh. Ça a été une très belle année ensemble. Très belle année. Très agréable professionnellement et humainement. Merci. Moi aussi. Oh là là, mais c'est complètement débile. Oui, c'est bon. Mais moi aussi, je vous remercie beaucoup. Non mais arrête. Mais regarde, mais ça recommence. Moi aussi. Mais écoute. Et bah Bon, c'était un alors, beau quand moment. vous avez quitté le Grand Journal avant la fin de la saison, Bah il y a un moment donné, il fallait que j'accouche quand même. ben voilà. Mais alors la question c'est physiologique, là. est-ce que vous n'avez pas fait un enfant pour quitter le Grand Journal parce que vous en aviez marre de Denisot? Mais vous êtes complètement cinglé, mais vous êtes Non, fou. Mais c'est pas non, ça. pas du tout. Ah bon? Ah non, si mon bébé entendait ça, il vous en voudrait. C'est vrai que vous avez tellement souffert au Grand Journal que vous avez préféré accoucher sans péridurale parce que ça pouvait pas être pire. C'est vrai, non? Non, j'ai eu ma drogue, ça s'est très très bien passé. C'était Bon. de très beaux moments et je suis partie un peu plus tôt que prévu. C'est pour ça qu'on a pleuré, on s'y C'était attendait triste. pas. Ouais. Vous devez avoir un tas de questions en stock que vous n'avez pas pu poser l'année dernière, non? À vous? Ouais. C'est possible, j'en ai quelques-unes. Mais je Quelques-unes. compte bien vous inviter dans mon émission. Mais très volontiers, Ah bah j'irai oui. très volontiers. J'aime bien. Alors c'est comme ça, à force de faire le Grand Journal, que vous avez développé une manière de communiquer sans parler. On va voir où vous en êtes. On va faire une interview sans la bouche. Alors vous pouvez répondre juste avec les mains ou le visage. Alors Daphné, comment allez-vous depuis que vous avez quitté le Grand Journal? Comment étaient vos relations avec Michel Denisot en fin de saison? Oui. Il vous a fait un cadeau pour la naissance de votre fille. Il vous a offert quoi? Une poupée? Une télé? Un godemiché? Non.
Aucun rapport avec la forme en plus. Ah, quoi. oui. Ah oui. C'est vraiment pour dire God Michel. Quoi. Vraiment, Je suis hyper concentrée, aidez-moi. Hein. Qu'avez-vous appris aux côtés de Michel Denisot dans le Grand Journal? Ah oui. D'accord. Gérer la pression. Est-ce que vous avez songé à quitter Canal après votre départ du Grand Journal? Comment trouvez-vous la formule du Grand Journal avec Antoine Decaune? De mieux en mieux. Avec qui aimeriez-vous travailler un jour? Je vous mettrai là. Oui. Du moment que c'est pas sous le bureau. Ah, ça vaut le coup de parler pour dire ça. Alors, là, je voudrais rassurer tous nos amis téléspectateurs. Daphné est toujours sur Canal+. Vous la retrouverez tous les samedis à 12h45 pour Le Tube, l'émission qui parle de l'actualité des médias. Oui. Voilà. Ça, alors, j'imagine que dans cette émission, vous allez répondre à toutes les questions que les gens se posent sur les médias et ceux qui les animent. Ouais. Vous allez dire combien on gagne? S'ils ont envie d'en parler, oui. Oui. Vous allez révéler où est passée Ariane Massenet? Je sais où elle va. Elle est où? Vous savez, sur D8. Ah, sur À D8. 18h. Ah. Oui, avec Camille Combal. Est-ce que vous avez balancé sur qui couche avec la Miss Météo de Canal? Non, je lâcherai rien là-dessus. Alors, officiellement, vous dites avoir quitté le Grand Journal pour faire un enfant. Il existe vraiment, cet enfant? Ouais. Oh, j'ai des photos plein mon portable. Ah bon? Mais oui. Alors, comme j'ai demandé un jour à Amanda Lear, fille ou garçon? C'est une fille. Et j'en suis sûre. Ouais. Elle s'appelle comment? Suzanne. Alors, Nicolas Belostre, bonsoir. Thierry Ardisson. Alors, vos chroniques ont fait la joie des téléspectateurs de Franz-Olivier Gisbert, puis des lecteurs de Marianne. Elles sont désormais publiées dans le journal Elle. Vous avez réalisé que les lectrices de Marianne étaient moches, c'est ça? Alors, dans votre première chronique publiée le 30 août, vous vous expliquez sur votre prétendue misogynie. Oui, c'était la moindre des choses. Ouais. Quand tu rentres dans un dîner et qu'il y a des préjugés, d'abord tu commences par te justifier, puis après tu ouvres la bouteille et tu t'amuses. Bien sûr, moi je vous connais bien, je sais que vous n'êtes pas du tout misogyne, au contraire. Mais j'ai été construit, élevé, déterminé par les femmes. Par une mère, par 3 sœurs. À l'école, seules les filles s'intéressaient à moi. Les garçons, je les énervais. Ils avaient des raisons pour la plupart. Et après, comme les filles s'intéressaient à moi, je prenais la grosse tête et j'énervais encore plus les garçons. Et du coup, au final, voilà, j'ai fini par partager mes lectures, mes goûts cinématographiques, tout avec des filles, avant même de faire l'amour avec. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Alors, Nicolas, c'est marrant parce que depuis quelque temps, on a l'impression que vous avez des trucs à nous dire. Genre, je suis pas celui que vous croyez, je suis un mec bien, je suis pas un drogué qui baisse tout le temps. Je suis pas un drogué qui baisse tout le temps. Il a dit ça quand même. C'est ça qu'on aime chez vous en même temps, tu vois, voilà. Les gens sont extrêmement déçus. Disons que t'es pas drogué, quoi. Je suis pas drogué. Alors, en plus de elle, vous allez faire des chroniques dans l'émission de Laurent Ruquier le samedi soir sur France 2, de temps en temps? Je vais m'amuser un peu Oui. à regoûter à cet exercice que j'adore, Oui. c'est-à-dire écrire des choses et parler de tout, de la religion, de la gauche, de la droite. Je serai libre de parler de cul, de parler de tout ce qui me passe par la plume. Je vais faire ça gratuitement parce que je veux être libre. Putain, elle est forte, Barma, quand même. Non. Non, là, en l'occurrence, c'était important pour moi. Oui. Je vais y aller peut-être 3 fois, 4 fois, 5 Ouais, fois, ouais, ça dépendra. ouais, Je les ouais. remercie d'ailleurs de me donner cette espèce de carte Si blanche. plus on n'est pas couché, si on n'est pas payé. On n'est pas payé. On n'est pas payé. Moi, je vous offre le double. Donc, vous faites partie de la bande à Ruquier maintenant, comme Non, Steve. je n'aime pas ça. Comme je n'aime pas ça. Stevie, Je fais pas comme partie de la- Stevie. Avec tout le respect que j'ai pour Et- Laurent et Ruquier. votre fiancé, ça l'emmerde pas trop de sortir avec un chroniqueur de chez Ruquier, non? Voilà, t'as compris un tout petit peu ce qui, sur le point de vue de la com, pouvait me casser les couilles. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, j'aime la télévision et en même temps, il y a un aspect de la télévision. Quand je vois sur les sites, les blogs, les machins, etc., c'est le nouveau chroniqueur de Ruquier. Ouais. Tout d'un coup, j'ai tout mon snobisme qui me remonte dans Ouais. la gorge. Ouais. Et j'ai très envie de rappeler que je fais un film en novembre, que j'ai mon livre qui est publié dans un mois. Et Justement. avec tout le respect que j'ai pour la télévision, je ne deviens pas... Comme Stevie, comme les Stevie. rigolots de Ruquier. Bien, en tous les cas. Qui sont des gens respectables, d'autre Mais tout part. à fait, j'adore Stevie, moi. Bon, et vous revenez ici, donc dans un mois, un peu plus d'un mois, pour votre nouveau livre, qui s'appelle La tête ailleurs, chez Robert Laffont. Oui, je prends un petit peu plus de risques. C'est-à-dire que c'est un livre, c'est un récit très personnel. C'est pas une suite de chroniques cette Ah oui, fois-ci. c'est ça. C'est pas un livre qui est fait à la graffeuse, cette fois. Non. D'accord. J'en ai jamais fait vraiment à la graffeuse. Ouais. Parce
que je travaillais comme. Mais là, c'est un livre totalement inédit que j'ai. Bon, Gilles, comment tu les as trouvés alors pendant cette première partie de l'émission là Moi, je trouve mon ami Nico brillant de toute façon. Et ce qu'il dit sur la télé, que ce soit chez Ruquier, chez n'importe qui, je suis sûr qu'il sera brillant parce qu'il a des choses à dire. Et finalement, aujourd'hui, la télé, elle est quand même phagocytée par des gens qui n'ont rien à dire. Donc, quel que soit le média, du moment qu'il peut s'exprimer, c'est une bonne chose. Voilà, c'était la paire de l'actualité. On se retrouve après la pub pour discuter tous ensemble de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes sur la Terre et toujours en compagnie de Daphné Burki, de Patrick Balkany, de Gilles Lelouch et de Nicolas Bedos. Alors Patrick Balkany, rebonsoir. Bonsoir. Donc je rappelle que vous êtes député maire de Levallois-Perret. Ça va, vous êtes toujours à l'aise devant les caméras? Oh bah, depuis le temps. C'est l'habitude de la vidéosurveillance à Levallois, ça. Ah, ça, j'ai été le premier à mettre les caméras, maintenant tout le monde en Eh veut. oui. Il y a combien de caméras à Levallois-Perret? Il n'y en a pas tant que ça, finalement. On va en rajouter, parce qu'il y en a une centaine. Il n'y en a pas assez, tout le monde en réclame. C'est la ville où il y a intérêt à sortir maquillé, parce qu'on est filmé toute la journée. C'est vrai qu'on voit bien avec nos caméras, même la nuit. Hein. Ouais. Et on arrive à lire une plaque minéralogique à 200 mètres. Oh là 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 là. Voilà, il ne faut pas brûler les feux rouges. Quelle horreur. C'est vraiment génial. Ça Ouais. me fait flipper. Levallois-Perret, mesdames, messieurs. Ça évite les accidents. Voilà. Ouais, ouais. Quel est l'endroit le plus étrange où il y a des caméras de surveillance dans votre ville? Il y en a partout. Mais si on baisse dans un parking, Bon, il vaut mieux aller à l'hôtel. et si on n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel, Mais je savais On n'habite pas à Levallois. Je savais pas que vous aviez encore ces déviances, Thierry Ardisson. ah non, je suis fiancé, moi, je suis fiancé. Alors, je vous ai invité ce soir parce que dans ces temps où nous avons tous besoin de retrouver confiance dans la politique, je tenais à avoir à mes côtés celui qui s'est défini lui-même comme l'homme le plus honnête du monde. Oui, tout Ah à oui, fait. c'était dans cette émission. Mais vous savez, il vaut mieux quand on fait de la politique. Oui. Parce vous avez remarqué, extrêmement surveillé. Oui. Par les médias, Oui. par les procureurs, par les Oui. juges. Oui. Tout le monde essaye toujours de vous trouver des noises. Oui. Donc il vaut mieux être clean. Non mais, vous n'êtes pas, par exemple, l'homme politique le plus honnête du monde par rapport à Pasqua, non. Pasqua, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Pasqua, qui était un grand ministre de l'Intérieur, qui a été un grand patron des Hauts-de-Seine, grand président du Conseil général. Je vais vous dire, si vous voulez pas être honnête, il faut faire autre chose que de la politique. Et personne n'a jamais fait de politique. Eh, vous êtes quand même gonflé. Faut faire politique pour gagner de l'argent. Vous y allez, là. Vous pouvez quand même utiliser la conjugaison pour dire « je suis devenu récemment honnête ». Mais le présent est un peu est un peu gonflé. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui vous autorise, qu'est-ce qui vous autorise à dire des choses pareilles. Je vous rappelle des faits. Je Quels trouve faits que vous parlez de la confiance que les Français doivent retrouver dans la politique. Oui. Et un homme qui, comme vous, a eu des démêlés avec la justice. Oh oui, on m'a reproché il y a 20 ans d'avoir employé quelqu'un qui recevait les chefs d'entreprise qui servaient, comme le font tous les ministres, Mais tous je les suis d'accord maires, avec tous les vous. machins, C'est pour ça. Mais etc. tout à fait, c'est derrière Point, vous. Vous avez point, raison. point. Vous avez raison. Mais il y c'est a- normal, à un moment il y a- donné, il y a 20 les gens ont ans. de la mémoire, c'est normal que ça puisse paraître Mais je vais indécent vous quand dire, Balkany ça regarde fait- la caméra et dit « je ça suis fait- l'homme le plus ça honnête qui fait- Ah oui, soit non. ». C'est agaçant. Je vous Monsieur jure. Bedos, ça fait 30 ans que je suis maire. Vous savez, réélu par une population qui voit ce que je fais dans ma ville. Et si je suis député depuis 88, c'est pas par hasard. C'est parce que je suis élu au suffrage universel. Ça, je veux remettre en Allez question. vous y frotter un jour, Mais j'ai pas que ça à vous foutre. verrez que ce n'est pas si facile. Bien. Et quand on veut donner des leçons... Je donne pas de leçons, je vous Si rappelle quand votre on vie. veut donner des leçons aux politiques, allez vous faire élire. C'est nouveau cette idée quand même, qu'on puisse plus critiquer un homme politique sans être passé soi-même par le suffrage universel. Ça va être de plus en plus compliqué de commenter la politique s'il faut soi-même être élu. Gilles, t'es pas obligé de faire la gueule que tu fais dans ton film. Hein, bon, alors, très bien. Cette mise au point étant faite, de toute façon, vous n'êtes pas impliqué, Patrick, dans les affaires qui empoisonnent la vie de votre grand ami Sarkozy, Karachi, Kadhafi, Bettencourt, arbitrage tapis, voilà. Non. hein,
Vous n'êtes pas là-dedans. Et pourtant, vous êtes pote avec lui. Ah, je suis très ami avec Il y Nicolas a Sarkozy. 40 ans que vous êtes ami avec lui. Absolument. C'est l'époque où son père était aux USA. Et lui, Sarko, il n'avait pas de blé, il était tout seul. Et vous l'aidiez. Oui, c'est vrai, oui. Moi, j'étais déjà marié, il venait manger à la maison, j'avais une affaire de prêt-à-porter, il venait s'habiller, bon, très bien, voilà. C'était mon Vous l'avez ami. aidé. Je l'ai aidé, il était jeune, il a 6 ans de moins que moi, il faisait son droit, il n'avait pas de sous, le samedi et le dimanche, il allait bosser, il allait vendre des glaces, le samedi, vendre des fleurs, le dimanche, trimballer les gros pots, etc. Et puis après, il est devenu maire de Neuilly. Très bien. Voilà, alors ce qui vous avait rapproché, en fait, c'est que vous êtes d'origine hongroise tous les deux. Ouais. Et en revanche, lui, son père, assumait pas très bien son rôle de père de famille, alors que vous... Il était divorcé. Voilà. Il était alors que vous, divorcé, votre père, était avait quand même... parti. Il avait de l'argent, votre père. Il avait conduite exemplaire pendant la Résistance. Déporté à Auschwitz, déporté résistant, officier de la Légion d'honneur, médaille militaire, grande guerre, et j'en encore faut-il le dire. Avant d'avoir été naturalisé français en 49. Voilà. Et ensuite, votre père a monté une entreprise de prêt-à-porter qui s'appelait Réti. Tu t'en souviens pas? Pas du tout. Il faisait des bikinis, il y avait des voitures Réti qui circulaient dans Paris. Non, mais c'est vrai, hein? Non, mais ça marchait. Il y avait du pognon, quand même, hein? Il y avait. Il y avait de quoi s'occuper de ce pauvre Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez toujours défendu Nicolas Sarkozy bec et ongle, et quand Jean-François Copé veut faire un bilan du quinquennat, vous dites « Jean-François Copé ferait mieux de faire l'inventaire des conneries de la gauche depuis un an, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas beaucoup en ce moment. » Alors c'est marrant parce que C'était pendant l'été. Copé, quand c'était pour la présidence de l'UMP, vous le souteniez. Mais je le soutiens Et quand c'est pour toujours. l'Élysée, vous le soutenez pas du tout. Écoutez, je pense très sincèrement que cette bataille pour l'Élysée est tout à fait prématurée. C'est dans 4 ans. Patrick. Donc je suis contre ces écuries présidentielles. Je pense que on a le temps d'en parler. Moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy revienne le moment venu. C'est lui qui décidera s'il revient, s'il revient pas. Et puis, ça sera le moment de parler des présidentielles, pas aujourd'hui. Alors, vu que vous êtes là, on va en profiter. Sur la Syrie, quelle est votre position et la position de Sarkozy? Est-ce que, comme en Libye, vous voulez remplacer un dictateur laïque par une dictature islamique et déstabiliser toute une région? Je pense que vraiment, on ne peut pas intervenir là-bas sans qu'il y ait vraiment une coalition et sous couvert de l'ONU. On ne peut pas aujourd'hui, nous les Français, parce que le président de la République a décidé d'être le général va-t-en-guerre, de partir régler tous les problèmes qui se posent partout. Alors, cela dit, ce qui a été fait est parfaitement horrible, même dégueulasse, d'avoir envoyé des gaz sur les gens. Ça, il y a aucun problème. Mais ce qui est curieux, c'est que tant qu'on les tuait à coups de fusil ou coups de canon, tout le monde trouvait ça normal. Et quand il y a 100 morts avec le gaz sarin, alors là, c'est horrible. Cela dit, les Français pensent, et à juste titre, que ce n'est pas leur guerre, que ce n'est pas à la France. Non, mais la Libye non plus, c'était pas leur guerre. Si on leur avait demandé, ils n'étaient pas non plus très chauds sur la Libye. Nous n'avons pas d'intérêt particulier en Syrie. Nous n'avons pas d'intérêt français particulier à protéger là-bas. Mais je suis désolé, mais est-ce qu'on est obligé d'intervenir simplement ou à cause des intérêts particuliers qu'on a avec un pays? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste intervenir par altruisme, simplement pour sauver des gens qui se font massacrer, avec un peu de noblesse, sans intérêt aucun? Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est le rôle de l'ONU. Et il eût été normal, même si le Conseil de sécurité s'y opposait, parce que les Russes et les Chinois s'y opposaient, ce qui aurait été normal, c'est que Ban Ki-moon, le secrétaire général, convoque l'Assemblée générale des Nations Unies et fasse voter à la majorité simple l'intervention par l'ONU, qui à ce moment-là aurait pu récupérer des soldats, des avions, etc., dans toutes les grandes puissances, et intervenir au nom de l'ONU. Mais la France n'est pas gendarme du monde. Mais l'ONU, on voit bien son incapacité à gérer cette situation. Mais on le sait très bien. Donc à un moment donné, il va falloir être actif. On ne va pas regarder ce massacre éternellement, je veux dire. On est d'accord, mais on ne peut pas aller, nous, tout seuls.
s'il n'y a pas... il n'est pas question d'y aller tout seul. S'il n'y a pas une coalition des grandes puissances militaires, il est impossible d'y aller seul. Nicolas, C'est dangereux. est-ce que tu penses que l'armée française doit rétablir l'ordre à Marseille ou en Syrie? Oh là, je suis bien trop lâche pour répondre à cette question. On va parler de la Syrie. Ça ferait pas de mal qu'on mette un peu de militaires dans certaines banlieues. Ah voilà, Ça réclamerait... c'est la droite qu'on aime, ça. Non, ça, c'est la droite qu'on c'est aime. Samia Ghali qui est socialiste qui réclame ça. Ah bon? Alors, Si monsieur Valls n'est pas capable de régler le problème, il faut qu'il s'adresse à Le Drian, son c'est pour ça camarade. que je suis parti écrire dans Elle, en fait. Oui. J'ai fait un rêve au mois de juillet. Pardon, hein, c'est pas contre vous personnellement, enfin, dans mon rêve, je me balade. Ils étaient tous sur une plage. Il y avait Fabius, Valls, Balkany, Copé. Ils étaient en Bermuda comme ça. Ils étaient en train déjà de préparer leur petit tacle, leur petit clash, leur petit buzz de l'année qui s'annonce. Il y avait même des journalistes, et Apathy, toute la clique. Ils étaient là sur la plage. Et il y avait un immense tsunami qui arrivait comme ça au loin, et tout le monde. Mais au moins, on mettait des nouvelles tronches de la Qu'est-ce qui société restait, civile. alors Ça. Il restait plus personne. Bah, vous voyez, Nicolas, c'est pour ça que moi, je vais pas à la plage. J'aime bien passer mes vacances sur les hauteurs. Alors, Gilles Lelouch, rebonsoir. Alors, vous savez que vous êtes la seule star à s'appeler Gilles. Hein. Mais je sais. Il y a eu Gilles Moreton. Mais j'en veux tellement à mes parents de m'avoir appelé Gilles. Ah ouais, c'est quoi cette idée? Je sais pas, Gilles, c'est un prénom de berger, mais c'est pas un prénom d'acteur, non, c'est sûr. Alors, vous êtes le frère de Philippe Lelouch, Oui, qui lui-même est le mari de Vanessa Demouy. oui, Vous êtes également l'ami de Jean Dujardin, oui. tout comme Nicolas Bedos. Oui. Vous devez avoir une liste d'attente incroyable pour devenir ami de Jean Dujardin, non? Il y a des bus. Alors à Hollywood, dans les années 60, il y avait ce qu'on appelait le Rat Pack. Alors c'était Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford. Et en France, on a le Rat Pack maintenant. Notre Rat Pack à nous, c'est Jean Dujardin, Gilles Lelouch et Nicolas Bedos. Alors pour entrer dans la bande, c'est compliqué. Hein. Il faut boire 3 vodka toniques par le nez, raconter des blagues de cul et choper une meuf en moins de 10 minutes dans une boîte. Et avoir lu un livre. Avoir lu un livre, j'ai oublié. Donc ne pas être Alessandra Sublet. Ouais. Arrête avec ça. Arrête avec ça. On avait- Oui. Bon alors, non, c'est vrai, vous êtes très copains, quoi. Je veux dire, tous les Oui, trois. oui, on est très copains. Vous êtes amis, même. Oui. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît tous. Oui, surtout. oui. Voilà. Donc c'est pas du tout une amitié opportuniste ou professionnelle, c'est qu'on est potes vraiment. Et vous êtes très proche de Jean, donc vous, d'ailleurs, dans la scène de sodomie des infidèles, Ouais. C'est c'est vous qui faites la cascade. tout fait en vrai. Ouais. Alors vous savez que ça, on l'a tiré au sort quand même. Ouais. On l'a fait à pile ou face. Et j'ai Ouais, gagné, c'est enfin j'ai bien de le gagné. dire. Puis j'ai rien gagné du tout. mais en tout cas, disons que j'avais la meilleure position. C'est toi qui as eu cette idée en plus, non? Oui, oui. Moi, je trouve que tu as perdu. Quand j'ai parlé de la possibilité qu'à la fin du film, il y ait cette conclusion, Sodomie sans cascade. il était très très drôle. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous arrêtez de délirer, là, vous avez picolé ou quoi là? Attends, moi j'y vais pas. C'est comme ça que tu m'imites, donc je ne pas. T'as vu Québec qui fait quoi? C'est Victor Lanoux. Non. Oui, voilà. Alors, Gilles, vous êtes ici ce soir pour un film sans Jean Dujardin. Ça m'arrive de temps en temps. C'est incroyable. Oui. Ouais, ouais. Alors, ça s'appelle Gibraltar. Absolument. C'est un film de Julien Leclerc qui avait réalisé L'Assaut avec Tahar Rahim, Ricardo Scamarcio, celui de Romanzo Criminel et de Une énorme star Michele en Platino, Italie, bien hein. entendu. Alors c'est l'histoire de Marc Duval, donc un Français expatrié à Gibraltar, qui, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, devient aviseur des douanes françaises et se retrouve embarqué dans l'univers des narcotrafiquants. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est un film assez sombre, c'est dur. C'est non seulement dur, mais c'est surtout une histoire vraie. Ouais. C'est l'histoire de Marc De Fievet. Fievet. Marc Fievet, à qui c'est vraiment arrivé et qui a dédié 6 ans et demi de sa vie à cette entourloupe-là, et 10 ans de prison surtout. Ouais. Il avait un espèce de bar-restaurant dans lequel tous les narcotrafiquants se retrouvaient pour jouer au billard et ils discutaient de leur trafic, et donc on lui a demandé de devenir indique. D'indique, il est devenu convoyeur. De convoyeur, il est devenu lui-même dealer. Enfin, il s'est retrouvé dans une position inouïe, en étant censé être protégé par l'État, ce qu'il était de temps en temps. Mais il n'est pas vraiment protégé, il a été trahi, Fievet. Il a été trahi par l'État, oui. C'est un indique légal qui a été trahi par l'État. En fait. Exactement. C'est tragique comme histoire. Exactement. On regarde à quoi ça ressemble.
2 dépôts de bilan, les huissiers et les banques. Je comprends pourquoi vous êtes venu à Gibraltar. J'ai peut-être trouvé une solution pour nous donner un peu d'air. J'ai rencontré un douanier qui m'a fait une proposition. Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tous les trafiquants, c'est ça? Mais pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? 10% de tout ce qu'on récupère. Tu vas où, là? Elle est pas assez bien, notre vie. C'est pas notre part, mais c'est pas mon bateau. C'est des crédits qui s'accumulent, qu'on n'arrive pas à rembourser. C'est ça notre réalité, c'est ça notre vie. Désormais, tout le monde fait de la drogue, monsieur Duval. On peut la convertir en or, en gros billet, en arme de guerre. Je t'ai proposé pour une opération de convoyage. C'est pas légal. Pourquoi vous faites ça? Pour la publicité, monsieur Duval. Une grosse saisie de drogue, ça montre aux gens que les douaniers sont au moins aussi importants que les pompiers. Écoute-moi, toi et ta famille, vous êtes sous ma protection, là, maintenant. Que les choses soient claires. Je suis pas un dealer. J'ai besoin de cet argent. Monsieur Duval, vous êtes un menteur et vous avez peur. J'ai peur, mais je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. Je vous le jure. Tu crois quoi là? Tu te prends pour le grand frère, c'est ça? Il est un peu tard, t'as jamais été là. Au moment où j'en avais besoin, t'es jamais venu. C'est l'un des plus gros narcotrafiquants. Il est dangereux, Marc, tu comprends? J'ai plus confiance en toi, Bennyman. J'ai plus confiance en personne. Un narcotrafiquant pour eux. Je travaille pour l'État, moi. Je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Ce que tu fais, c'est pas digne d'un père. Faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il me reste une chose à faire, une seule, et c'est fini. Voilà Gibraltar de Julien Leclerc. Ça sort mercredi. Vachement bien. Merci. Même sans Dujardin, c'est bien. Hein. Ouais, j'arrive à m'en sortir, même sans lui. Ouais. En ce moment, vous tournez avec lui? Je vais, par la semaine prochaine, le retrouver La à Marseille. French, c'est l'histoire du juge Michel exécuté de 2 balles dans la tête et 1 dans le thorax par le milieu marseillais. Alors à l'époque, ça avait beaucoup choqué. Maintenant, à Marseille, c'est une mort naturelle. Hein. Quasi. Alors on passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est François Corbert, ancien détenu devenu juriste, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous parlerons de la réforme Taubira. Faut-il libérer les délinquants? Patrick, je vous jure, on n'a pas fait parce que vous êtes là. Hein. Faut-il libérer tous les délinquants qui sont en prison? Au départ, c'est ce que souhaitait Christiane Taubira, que tous les détenus condamnés à moins de 5 ans de prison soient libérés après avoir purgé les 2/3 de leur peine. Selon la ministre de la Justice, enfermer les gens n'est jamais la bonne solution. Nous allons détruire, pulvériser les méthodes qui consistent à prétendre que le bon sens veut qu'il faut enfermer et enfermer et enfermer sans cesse. Sacrée Christiane, quand il s'agit de faire grimper la droite au rideau, on peut toujours compter sur elle. Pour elle, nous dit-elle, la prison crée de la délinquance. Pourtant, la vérité, c'est que c'est l'impunité qui crée la délinquance. À l'UMP, on rêve d'enfermer tous les délinquants en prison. Comme ça, les honnêtes gens pourraient vivre tranquillement, sans avoir rien à craindre. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Mais pour que cette méthode soit vraiment efficace, il faudrait que les délinquants qu'on met en prison n'en sortent jamais. Or, ce n'est pas le cas. Il est donc important de préparer la réinsertion des détenus dans la société. Toutes les études menées sur le sujet prouvent que la prison favorise la récidive. Quand un jeune délinquant passe plusieurs mois enfermé avec 3 ou 4 voyous endurcis, c'est un peu comme s'il suivait des cours à l'école du crime. La preuve, sous Sarkozy, on a envoyé de plus en plus de gens en prison, pour des peines de plus en plus longues. Résultat, le taux de récidive n'a cessé d'augmenter. C'est pour ça qu'au lieu de laisser croupir les délinquants en prison, Taubira voudrait instaurer une période de probation. Les récidivistes doivent sortir progressivement avec un contrôle et des contraintes. On libère le détenu aux 2/3 de sa peine, mais attention, on continue à le surveiller et à l'encadrer. Bientôt, grâce à Taubira, quand un vilain garnement arrachera le sac à main d'une mamie, au lieu de l'envoyer en prison, on le condamnera à porter les sacs de la vieille dame lorsqu'elle ira faire ses courses. Et comme ça, tous les honnêtes gens pourront enfin vivre en paix. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. François Corbert, bonsoir. Vous êtes ancien détenu, devenu juriste autodidacte.
Vous êtes surnommé Robin des Lois, d'ailleurs c'est le nom de votre association. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, après le mariage pour tous, les socialistes vont-ils inventer la prison pour personne? On va en parler. Alors... Christiane Taubira veut que les condamnés à moins de 5 ans de prison soient libérés aux 2 tiers de leur peine pour une période de probation. Pour la gauche, la prison crée la récidive. Pour la droite, c'est l'impunité qui crée la récidive. Alors, Patrick Balkany. Oui, c'est un très mauvais signe que Mme Taubira donne au monde délinquant. Comment voulez-vous que travaillent les policiers si, une fois arrêtés, on leur dit non, les petits, pas en prison, soyez sages, retournez chez vous, allez dealer, allez voler les voitures. C'est de la petite délinquance en plus, c'est vrai. Oui. Mais je pense que la prison ne fait plaisir à personne et que celui qui fait sa peine en prison, peut-être, n'a pas forcément envie de récidiver. Celui à qui on dit t'es condamné, mais tu fais pas de tôle. Bon bah alors, si je fais pas de tôle quand je suis condamné, autant que je recommence à voler, à dealer, etc. Bon, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Cette récidive, elle est pas due aussi à nos prisons un peu foireuses, quand même? Non, je crois qu'elle est... Bien entendu, enfin, même la droite le sait, c'est pas une question de droite-gauche, parce que là, vous mélangez absolument tout. Oui. Les petits délinquants, et puis les faits divers horribles qu'on voit aux 20h. Alors, dans votre bonne ville de Levallois ou ailleurs, il y a effectivement cette petite délinquance qui empoisonne la vie des gens. Bien sûr. Simplement, il faut savoir que 80% des gens qui sont dans nos prisons, je dis nos prisons parce que c'est les vôtres, les miennes, financées par les impôts de tout le monde, et ça fonctionne pas. Vous le savez très bien, puisque la loi pénitentiaire qui a été portée par Rachida Dati était déjà, si on prend les paramètres aujourd'hui, laxiste. Qu'avait fait Rachida Dati? Parce que remplir les prisons, ça ne sert à rien. On y met aujourd'hui des gens qu'on ne voyait pas il y a 20 ans en prison. On n'y voyait que des voyous, ce qui est un péjoratif dans ma bouche. Aujourd'hui, du fait d'une pénalisation de la société qui est accrue, vous savez très bien, depuis 10 ans, un fait divers, une loi, un fait divers, une loi. On ne sait même plus d'ailleurs quelles sont les lois. Patrick. Effectivement, c'est le mélange. Est-ce que on n'a évidemment pas intérêt à mettre des primo-délinquants avec des... Oui, parce que là, la prison devient l'école du crime, évidemment. Oui, parce que mais d'où l'idée de Christiane Taubira, c'est pas du tout de ne pas enfermer les voyous, les méchants, les durs. Ceux qui savent qu'ils prennent des risques en allant braquer. D'ailleurs, ils acceptent la règle du jeu. Simplement, attendez, attendez. Moi, il y a quand même un truc, c'est que quand elle dit les gens qui sont condamnés à moins de 5 ans, aux 2 tiers de leur peine, ils sortent. Est-ce que vous savez ce que couvre 5 ans de prison? C'est quand même des gens. C'est des gens qui ont détention d'armes, incitation à la pédopornographie, tentative d'agression sexuelle. Alors, si ces gens-là, ils sont libérés au bout de 3 ans, si vous voulez, ça peut inquiéter les citoyens, vous êtes d'accord? L'idée de Christiane Taubira, c'est pour les peines allant jusqu'à 5 ans, mais encore une fois, il y en a pas, les magistrats auront leur liberté d'apprécier, c'est de faire en sorte de créer une peine de probation qui va s'appeler contrainte pénale, qui est une autre palette à la disposition du juge, parce que le juge, quand il n'a pas le choix, la tentation, c'est fort d'envoyer en prison. C'est facile, on stocke, et c'est comme ça que la population carcérale explose. L'approbation, ça existe déjà plus ou moins, c'est le sursis avec mise à l'épreuve. Bon, ça serait un peu la même chose, mais plus renforcé, plus individualisé. Bon, deuxièmement, la conditionnelle, où on vous pousse à faire des démarches, je sais pas, on vous met comme ça dehors, c'est bien aussi, parce qu'il y a des gens, au bout de 5 ans, 10 ans, ils n'ont plus l'énergie, et ils attendent la sortie de leur peine, la fin de peine, ce qu'on appelle les sorties sèches, que ce soit les petits délinquants, ou des moyens, ou des grands. Ils sont à la rue, souvent, ils n'ont pas de travail, et c'est là une façon de récidiver, parce que vous êtes à la rue, vous... Nicolas, bien sûr. Moi, ça pourrait paraître un peu loin des réalités, mais moi, j'ai été très, très intéressé dans ma petite éducation philosophique par les écrits de Foucault, par certains textes de Camus, etc., pour qui la prison, philosophiquement, c'est un échec. C'est-à-dire pour qui la prison, telle qu'elle est, en tout cas la surenchère répressive, la répression à tout bout de champ, fâche le coupable avec la société. Et par excellence, ça crée une sorte de contradiction avec le fait de lui dire cette société, elle va t'accueillir, elle va te réaccueillir, et elle va te reprendre en son sein. La prison, c'est une claque, et qui me donne une claque, moi, je n'ai pas forcément envie de jouer son jeu par la suite. Patrick. À mon sens, le vrai problème des prisonniers aujourd'hui, c'est que vous avez ceux qui sont dangereux pour la société et qu'il faut garder derrière les barreaux, et ceux qui ne présentent pas de danger pour la société et qu'on doit
Mais il faut s'en occuper. Et dont on doit s'occuper du suivi et de la réinsertion. Justement, alors François, sur 70 000 détenus, combien on peut en libérer? Il faut en lâcher 10 000, 15 000. Ouais. Enfin, il ne faut pas les arracher, il faut les sanctionner, ceux qui sont capables de rentrer, avec des peines différentes. Il n'y a pas que la prison. Chez nous, en France, depuis 200 ans, on vit avec... il a fait une connerie, on l'envoie en prison. Ouais. Bon. Dans d'autres pays, c'est pas du tout ça. Et ça marche très bien. Aux Pays-Bas, on ne parle pas de surpopulation carcérale, c'est pas à New York, c'est tout près, il faut aller voir. Ils louent même, c'est une anecdote, mais ils louent des places aux Belges. Ils ont de la place en prison aux Pays-Bas. Ils ont de la place parce qu'ils ont développé des procédures de soins dont nous manquons. On manque de psychiatres, on en manque. Déjà, ils ne mettent pas en prison les dealers de shit, ce qui est déjà pas mal. Oui, ça, c'est un point de vue, mais bon, chacun... ça dépend, il y a dealer et dealer, celui qui ramène 500 kilos et celui qui fournit la soirée festive. Pour fournir la soirée, il faut qu'il y en ait un qui a ramené 500 kilos. François, vous y connaissez rien. C'est un autre débat. C'est la dépénalisation qui fera débat, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, l'idée de Taubira, c'est de sanctionner autrement, disons, 5-10 000 personnes. Ça viderait déjà un peu, pas vider toutes les prisons, elle n'a jamais dit ça. Alors, justement, vous avez en France un maton pour 3 détenus et un conseiller pénitentiaire pour 57 personnes. Donc voilà où est le problème. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup plus de gens pour surveiller les prisonniers que pour appliquer des peines de réinsertion. D'un autre côté, si on les surveille pas, ils font la belle. Hein. C'est une question d'argent. On est abruti d'impôts, on ne va pas en plus avoir un impôt supplémentaire pour aider les détenus. Alors, donc c'est ça le problème. Il semblerait, c'est pas voté, mais c'est retenu au budget, il semblerait qu'il y ait 300 postes, c'est beaucoup, si c'est voté pour 2014, de recrutement de conseillers d'insertion et de probation. Eux le demandent depuis des années. C'est évident que le suivi laisse à désirer. Quand on libère quelqu'un, le bracelet, c'est pas magique. Ça marche, mais s'il n'y a pas une aide, c'est pas seulement la surveillance, c'est aider quelqu'un à faire des démarches. Le bracelet électronique? Oui. Mais moi, j'en ai un, regarde. Ils savent où je suis. Imaginons que la droite revienne au pouvoir dans 3 ans. Peu importe, moi, je ne veux pas m'engager sur ce terrain. Elle aurait exactement le même problème aujourd'hui, puisqu'on n'a jamais eu autant de monde en prison. Ça ne marche pas, on n'a pas les moyens de faire fonctionner nos prisons actuelles. Donc, l'autre version qui est on construit 25 000 places, ce qui avait été voté juste avant l'élection, avec quoi? Comment on fait? Personne ne pourrait financer ça aujourd'hui. Bien. En fait, le projet a au moins le mérite qu'on s'intéresse à nos prisons. Ah ben là, on s'y intéresse. Vous êtes un très bon avocat de Mme Taubira, c'est vrai. Écoutez, je suis pas Gilles, c'est vrai, c'est convaincant quand même. Moi, je trouve ça assez convaincant. Ouais. Moi, je dois dire, je suis assez convaincu. Mais je crois que Patrick Balkany... Même Patrick Balkany est convaincu. Non, je ne suis pas convaincu par Mme Taubira parce qu'elle fait exprès de faire de la provoque. Oui, c'est pas tout à fait faux. Et y compris avec le ministre de l'Intérieur. Tout le monde est d'accord, Christiane, t'es une provocatrice. Voilà, on est y compris avec Valls. Merci. François, merci d'avoir été avec nous. Gilles, merci d'avoir été avec nous. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Malika Benhamar, dont le fils est mort d'une dizaine de coups de couteau et qui brise l'omerta des cités marseillaises. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Daphné Burki, de Patrick Balkany, de Nicolas Bedos. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir Malika Benhamar, bonsoir. Alors Malika, il y a 3 ans, votre fils était assassiné d'une dizaine de coups de couteau. En mars dernier, c'est son assassin qui était retrouvé mort au pied d'un immeuble. Tout le monde savait pour votre fils, mais la police n'avait jamais pu arrêter l'assassin, faute de témoignages, la peur des représailles. Aujourd'hui, vous brisez la loi du silence, vous nous raconterez votre histoire à 20h. Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Salut Gaspard. Bonjour, salut. Je suis vraiment très content de reprendre. Ben voilà. Je tenais à le dire parce que ça se voit pas toujours sur mon visage et c'est un vrai bonheur de donner du plaisir aux gens. En tout cas, public, vraiment merci du fond du cœur pour vos likes, vos tweets et enfin tous vos pouces que vous mettez sous la vidéo sur le site Canal pour dire que la vidéo est au-dessus. C'est vraiment un geste pratique parce que sinon on la trouverait pas et... Alors moi cet été, je suis assez féru de culture, j'aime pas trop les endroits chauds, donc je suis allé à Dubaï. C'est beau, hein. Dubaï,
c'est comme la défense, mais au milieu du Sahel, quoi. C'est-à-dire, si tu détestes la nature, c'est vraiment un chouette endroit pour lâcher prise, quoi. Alors bon, la main-d'œuvre, bon, c'est que des Pakistanais, des Indiens, des Sri Lankais, ça fait bizarre au début. Hein. Parce que de visu, physiquement, on dirait un peu des Roms. Alors, mais en fait, ils te demandent juste, alors est-ce que la viande est bien cuite, encore un mojito, et on a retrouvé votre portefeuille. Enfin, ça fait bizarre au début. Et je te parle pas des femmes, hein, parce que là-bas, les femmes, c'est d'une pudeur, quoi. Tout dans les yeux, quoi. C'est normal, tout le reste est couvert, quoi. Je veux dire, t'as l'impression qu'elles passent leur temps à chercher un bloc opératoire, quoi. C'est vraiment... Alors bon, au niveau culture, je suis pas rentré bredouille. Enfin, j'ai quand même visité un musée. Enfin, là-bas, ils appellent ça un centre commercial. Alors, j'ai déniché un très très chouette bibelot que je voulais. Donc c'est un mug. Enfin. Oser le féminisme. Enfin, hier, j'ai bu une vodka dedans, je me suis trouvé super subversif, quoi. Bon, enfin bref, sinon, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, le devoir de vacances des ministres, ça a été de pondre un rapport sur ce que sera la France en 2025. Alors, ils sont tous optimistes, hein. C'est le rapport qui aurait pu s'appeler « Ça ira mieux quand on sera plus là ». C'est genre ces trucs après nous le paradis, quoi. Bon, en gros, en 2025, tout sera réglé, c'est quand même bizarre, quoi. Des gens de gauche qui sont convaincus que tout sera génial quand le FN sera au pouvoir. Parce que ça se raconte, hein, je veux dire, FN en 2025, c'est Philippot, ministre de la Justice, Serge Ayoub, ministre de la Culture. Enfin, alors, au pif, dans les prospectives, il y a Montebourg qui prévoit qu'en 2025, il y aura la France qui fera partie du concert des grandes nations industrielles. Tu vois. Il annonce qu'on va inventer un moyen de transport qui consomme 2 litres au 100. Ah, ça existe déjà, ça s'appelle un cheval, quoi. C'est pas le truc. Et puis surtout en 2025, Najat Vallaud-Belkacem sera majeure. Un peu de patience pour les mecs, quoi. Sinon, quoi d'autre? Alors oui, il y a un mouvement, alors j'ai cité Oser le féminisme, c'est un peu en vrac, hein, qui milite pour l'entrée des femmes au Panthéon. Moi, je suis pour. Après la question, pourquoi seulement des femmes mortes? Alors, elles ont toutes en commun un truc, elles défendent la cause des femmes. Bon. Bah, si on fait entrer au Panthéon des femmes juste parce qu'elles défendent les femmes, alors de la même manière, pour les hommes, il faudra prévoir une place pour Bigard et DSK. Bien sûr, l'été, c'est aussi l'amour, parce que c'est important, quoi. La love story de l'été, Val Taubira, et une révélation, la prison crée des délinquants. C'est vrai, c'est vrai. En général, les mecs qui arrivent en prison, c'est parce qu'ils ont été acquittés, quoi. C'est un truc. Alors, on veut réduire la peine de prison, mettre des peines probatoires. On a raison, quoi. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Faut des prisons plus spacieuses et confortables. Moi, je vois, hein, depuis que le Club Med a retapé ses villages, j'ai plus de plaisir à y aller. C'est un truc, je sais pas. Non, faut sortir d'une certaine démagogie, si je peux me permettre. Parce que si un mec est en prison, c'est que quelque part, il y a une injustice. Moi, je connais des victimes. Qu'est-ce qu'une personne âgée fout avec 100 € en liquide dans son sac à main? Dire, statistiquement, 100% des victimes ont croisé un agresseur. Ouais. Dire, la provoque, à un moment, ça suffit, quoi. Et on l'oublie, mais souvent, le délinquant est plus dans le besoin financier que la victime. À part ça, ouais, j'allais oublier un truc super important, la commémoration. Alors, il y a une semaine, c'était le 50e anniversaire du discours I Had a Dream. Oui. C'est quand même très émouvant. Cet homme qui, parce qu'il est noir, est obligé de raconter son rêve en dehors d'un cabinet de psychiatre. La pauvreté, ça pousse toujours à l'impudeur. La Syrie, alors il paraît que ça bouge là-bas. Bon. C'est les attaques chimiques, alors ils ont envoyé des experts pour vérifier. Je ne sais pas si Christine Boutin était dans l'équipe, parce qu'elle s'est faite gazer, tu vois. Bah ouais, quoi. Oui, elle connaît bien sûr, bah oui. Bah oui, elle s'est faite gazer, pas d'intervention internationale, quoi.
Mais ça c'est notre rapport aux personnes âgées. Quand on sera toujours plus ému par un enfant musulman qui suffoque qu'une grand-mère catholique qui tousse. Et le problème, c'est le mot chimique. C'est le côté gazage. Ça rappelle les heures sombres, quoi. Tu sais, les gens, ils supportent pas, quoi. Ça leur rappelle trop quand ils se trouvent coincés aux heures de pointe sur le périph' dans un tunnel de Bagnolet, quoi. En fait, les armes chimiques, c'est un peu comme la fellation, quoi. Comme sucer n'est pas trompé, flinguer n'est pas exterminé. C'est un peu ça, c'est pas... En tout cas, là, maréchal des logis-chefs, là, Hollande, il veut y aller, hein. Ouais. T'es à côté d'Obama, c'est le gendarme de Saint-Tropez qui se tire la bourre avec Rambo, quoi. Ça, c'est... Mais... Ça s'explique, c'est l'effet Mali, quoi, depuis qu'il a cartonné là-bas, quoi. Hollande, tu sais, c'est un peu l'enthousiasme, la fougue du mec qui vient tout juste de perdre son pucelage, quoi. C'est le type, il vient de se taper la fille facile du village et qui va raconter à tous ses potes que c'est le loup blanc dans tous les bars à putes de Saigon, quoi. Enfin, le Mali et la Syrie, il faut expliquer un peu, hein. La Syrie, c'est un pays, c'est pas un paysage, quoi. Et le chef du village, c'est pas un chaman qui lit dans les entrailles de patates douces, hein. Parce que Bachar, il a une certaine classe, hein. Tu lui mets un haut de forme, un parapluie, c'est un Englishman à Damas. Après, faut être juste. Faut être juste. Est-ce que la France peut intervenir toute seule? Oui. Ah bah oui, on a envoyé une frégate, 2 Zodiac, enfin c'est... Bon, on parle aussi de 2 ULM, peut-être 3 si Yann Arthus Bertrand répond oui, tu vois. On va finir par une bonne nouvelle, peut-être pas plomber sur la guerre. Alors, l'allocation adulte handicapé va aussi augmenter de 1,75% cette année. Joli coup de pouce au pouvoir d'achat des fonctionnaires. Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust qui retrouvera ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, sur Canal+, décalé à 15h. Et bien sûr, sur canalplus.fr. Chers terriens, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Malika Benhamar, rebonsoir. Vous êtes née le 16 avril 1965 à Ain el-Turk. C'est ça. Un petit village au bord de la mer à 16 km d'Oran, en Algérie. Père maçon, mère femme au foyer. Elle avait de quoi s'occuper puisque vous étiez 9 enfants. Vous avez 2 ans quand votre famille quitte l'Algérie pour Marseille, où vous vous installez dans un grand appartement cité Corot, dans les quartiers nord. À l'époque, c'était très calme. Oui, très très calme. Oui. Ouais. Alors effectivement, vous dites on s'entraide et on se mélange, les cathos allaient à l'église, les juifs à la synagogue, les musulmans à la mosquée, et le matin, on allait à l'école tous ensemble. Exactement. C'est une époque assez heureuse finalement. J'ai aucun souvenir négatif. Alors quand vous êtes adolescente, il n'y a aucun problème dans le quartier, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de règlement de compte à l'époque. Pas du tout. On fermait même pas les portes à l'époque. Hein. Je veux dire, les portes d'entrée se fermaient rarement. Alors, vous venez de fêter vos 18 ans lorsque vous perdez votre maman. Et là, après quelques mois d'errance sur la Côte d'Azur pour noyer votre chagrin, vous devenez femme de chambre dans l'hôtellerie. Ensuite, vous êtes recrutée par une usine de prêt-à-porter. Oui. Et c'est là que vous rencontrez le père de vos enfants. Exactement, oui. Alors, vous avez 2 enfants, Erwan. C'est ça. Et 5 ans après, une petite fille. Mais le père de vos enfants disparaît assez vite du paysage. Il n'était pas fait pour le rôle de père, il n'assumait pas et apparemment vous lui en voulez pas beaucoup. Mais moi je suis là pour les aimer, je suis là pour assumer. Et Dieu sait si vous les avez aimés. Ouais. Oui. Après plus d'1 an de RMI, vous entrez dans une entreprise de nettoyage, où vous travaillez encore aujourd'hui d'ailleurs, toutes ces années après. Alors Erwan, votre fils, il est très dégourdi, hein, mais il est aussi turbulent et même arrogant. En classe, il reprend les profs. On me convoquait pour des petits détails. Vous comprenez, madame, c'est gênant pour moi parce que j'ai d'autres élèves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il me reprend pour une virgule, il me reprend pour un S que j'ai oublié. Voilà. Alors, à la fin de sa 3e,
Erwan décroche son brevet haut la main, il gagne sa liberté. Et là, bon, il fait du scooter avec ses copains dans le quartier. Et un jour, c'est l'accident. Et là, vous vous dites, un jour, il va renverser quelqu'un, il n'est pas assuré, ça va être très compliqué. Et donc, vous décidez de lui offrir un scooter. Alors, quand vous constatez que le scooter bleu est devenu noir, vous comprenez quand même qu'Erwan commence à filer du mauvais coton. Je lui ai seulement dit, je t'avertis, je ne te défendrai pas. Ouais. Attention au recel, attention au vol. Mais non, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Effectivement, vous avez la certitude qu'il est en train de changer, Erwan. Quant à la veille de son entrée en seconde, il veut quitter l'école. Alors vous lui dites, mais tu vas faire quoi maintenant? Il vous répond, tu verras, tu verras. Donc il a passé un concours, je ne le savais pas, passé un BEP de froid et climatisation en 1 année. Ouais. Il a réussi. Ouais, le 29 juin 2007, la police débarque chez vous. Ouais. Erwan est accusé d'avoir participé au braquage d'un bureau de tabac et il fêtera ses 18 ans derrière les barreaux à la prison de Luynes. C'est ça. Alors il va y passer 18 mois, mais finalement, enfin, c'est un peu des vacances pour lui, il ne prend pas ça très mal, il ne le vit pas comme une punition très grave. Il me disait, tiens, on nous met des écrans plats, mais même lui surpris. Ouais. On a des PlayStation. Et en moi-même, je me disais, mais tu es en prison ou... Ouais. Il m'a dit, ben, je retrouve mes collègues de quartier. Et ben non, on se pose des questions en tant que parent. Ouais. En janvier 2009, donc à sa sortie de prison, Erwan a eu son BEP par correspondance. Et là, vous l'éloignez du quartier. Vous allez vivre dans un appartement des Restos du Cœur où vous êtes 3 dans la même chambre, ce qui effectivement montre encore une fois votre engagement pour vos enfants. Et il travaille donc dans la climatisation et les panneaux solaires. Il gagne 1 500 € par mois. Le 18 juillet 2010, après son sport et une douche, il vous dit qu'il va manger avec des collègues. Et il dit « Ne m'attends pas, maman ». 3 quarts d'heure plus tard, ses collègues débarquent chez vous et vous disent « Il lui est arrivé quelque chose, dès qu'on sait dans quel hôpital il est, on vous appelle ». À l'hôpital, vous ne verrez que son visage parce que son corps est caché. Il a pris 10 coups de couteau dans le ventre et dans le cœur. Oui, je suis rentrée et oui, j'ai vu mon fils avec un drap relevé au menton. Oui, il était déjà froid. Oui. Alors le mercredi suivant, lors du repas de deuil, un jeune répète en boucle une phrase en arabe. « Pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi mon Dieu ». Vous dites, il est quand même bizarre ce garçon, mais enfin comme c'est le repas de deuil, oui. Vous avez autre chose à penser, vous n'y faites pas spécialement attention. D'ailleurs, ce garçon va à la morgue pour voir votre fils et il assistera même à l'enterrement. Et 3 semaines après l'assassinat d'Erwan, on vous apprend que ce garçon est l'assassin. Oui, on me l'a donné son nom. Ouais. Et j'étais tellement vidée que je ne ressentais plus rien. Ouais. Plus rien. Ma seule réaction était de prendre le lendemain le téléphone et de dire à la police, voilà, police judiciaire, voilà, j'ai le nom. Ouais. En fait, c'est l'un des 4 braqueurs du bureau de tabac qui a tué votre fils. Alors, vous en parlez à la police, effectivement, mais personne ne veut témoigner dans le quartier, alors qu'il y avait des gens qui avaient assisté à cette histoire. C'est la fameuse omerta. Et puis, en mars dernier, on vous prévient que l'assassin d'Erwan est mort. On a retrouvé son corps criblé de balles au pied d'une tour des quartiers nord. Et donc, il n'y aura jamais de procès? Non. Je voulais l'affronter, je m'attendais à un procès, je m'attendais à le voir, à m'expliquer. Je savais qu'il n'y avait rien. Ce qu'il faut se dire, mon fils n'est pas mort d'un trafic de drogue. Il n'a jamais touché à la drogue. Ouais. Ça a été un braquage quand il a fait de la prison. Et cet assassinat a été une bagarre d'une futilité banale. Ouais. Voilà. Alors, Malika, cette omerta, finalement, donc ça veut dire que tout le monde le savait, mais personne n'a témoigné pour dire c'est lui. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est ça le mal. C'est le silence des quartiers. Ils ont peur des représailles, ils ont peur. Je peux le comprendre. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est que la justice, oui, la justice, elle protège. Mais vous êtes allé voir des gens qui savaient, vous leur avez dit, dites-le, par exemple?
est-ce qu'ils étaient capables, je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable de me dire ce que vous m'avez dit, de le dire à la police? Ils m'ont dit, on a peur des représailles. Parce que ce qu'il faut savoir, le soir même de l'assassinat de mon fils, on est venu armé. Je tiens à le dire, hein, ses cousins et peut-être des amis, hein, est venu menacer les jeunes dans la cité. Oui. Alors, évidemment, si les parents de l'assassin d'Erwan ne l'avaient pas couvert, il ne serait pas mort. Donc aujourd'hui, vous êtes en droit de dire aux parents de l'assassin de votre fils, c'est vous qui l'avez tué, en fait. Je me suis toujours posé la question, comment sa mère pouvait le regarder, comment elle pouvait lui faire à manger, comment elle pouvait partir en vacances pendant que moi, je pleurais mon fils, comment, au mois de décembre, elle pouvait partir se louer un chalet à la neige, pendant que moi, je pleurais mon fils, pendant que moi, j'essayais de ramasser le plus d'éléments possible pour avoir une justice, une arrestation. Voilà. Alors, vous n'avez pas de haine, Malika, mais une grande colère, effectivement, contre les familles qui ferment les yeux. Et aujourd'hui, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le collectif du 1er juin. C'est une association de mères qui veulent briser l'omerta des cités. Oui, je suis rentrée dans ce collectif parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Et on attend prochainement un rendez-vous avec Madame Taubira, Monsieur Valls aussi. Voilà, parce qu'on arrange Marseille, on fait des fêtes énormes, la culture 2013, mais les quartiers nord, on les oublie. On finance le centre-ville, et puis les quartiers nord, ils n'existent plus. Voilà. Ils existent dans les règlements de compte. Merci de votre témoignage, Malika. Merci. Vous y croyez que ça va s'arranger? La réponse, elle est dans la durée. Voilà. Donc, oui, je reste optimiste. Je veux qu'on sauve ces futurs jeunes, oui. Donc, si on a le soutien des autorités, si on nous donne les moyens, oui, pourquoi pas. Bien, merci, c'était le mot de la fin. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Daphné Burki, le tube. Ça commence le 14 septembre à 12h45 en clair. On sera là, Patrick Balkany, député maire de Levallois, Gilles Lelouch pour Gibraltar, en salle mercredi, Nicolas Bedos, La tête ailleurs, chez Robert Laffont en octobre. D'ici là, chronique dans elle, peut-être Ruquier, François Corbert pour l'association Robin des Lois et Malika Benamar. Merci de votre témoignage, madame. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Et pour les abonnés à 20h55, Jason Bourne, l'héritage. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Laco et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.